Vous êtes sur la première, c'est un bon choix, bon début de soirée à vous dans la deuxième partie de Déclic, place au quart d'heure européen, comme tous les... On est mercredi ? On est mercredi. On est bien mercredi, hein. J'avais un doute comme ça. C'est un jour historique ce mercredi, c'est en tout cas l'expression qui a été utilisée aujourd'hui par Ursula von der Leyen. Alors que la Commission a décidé d'ouvrir, on en a parlé dans le journal, les négociations d'adhésion avec l'Ukraine, mais aussi la Moldavie, la Bosnie-Herzégovine, et de recommander que la Géorgie devienne elle aussi un pays candidat à l'adhésion. Alors l'histoire jugera si elle a raison ou pas. En tout cas, cette annonce est une première étape hautement symbolique sur la longue route vers l'élargissement de l'Union européenne. Peut-être aussi le signe d'une nouvelle géopolitique de l'Europe. Et c'est de cela dont nous allons parler dans le quart d'heure européen avec notre invité, Raoul Delcorde. Bonsoir, professeur à l'UC Louvain, ambassadeur de Belgique honoraire, et avec Olivier Henrion, que je ne vous présente plus, qui est là chaque mercredi. Et vous allez nous résumer ces annonces historiques de la Commission en 3 minutes ? En 3 minutes. Bon, c'est un record du monde que vous me demandez. Un petit peu comme celui d'ailleurs que la Commission vient de battre aujourd'hui, parce qu'il a fallu moins de 18 mois entre le moment où l'Ukraine et la Moldavie ont obtenu le statut de candidat à l'adhésion, c'était en juin l'année dernière, vous vous en souvenez, et le feu vert de la Commission pour ouvrir ces négociations d'adhésion. Jamais aucun pays candidat n'avait eu droit à un tel traitement express. Alors attention, ce n'est pas une décision prise à la légère, nous explique la Commission. L'Ukraine, par exemple, a dû mettre en place de lourdes réformes pour mériter l'ouverture de ces négociations. Il a fallu réformer la justice du pays, la Cour constitutionnelle, mettre en place une loi sur l'indépendance des médias, des mesures contre le blanchiment d'argent, contre les oligarques aussi, contre la corruption, ou encore garantir les droits des minorités linguistiques. La feuille de route que lui avait confiée la Commission est quasiment remplie, alors que dans le même temps, le pays doit faire face à une guerre d'invasion. C'est ce qu'a rappelé Ursula von der Leyen tout à l'heure. L'Ukraine continue à faire face à une tragédie et d'énormes difficultés provoquées par la guerre d'agression russe. Et pourtant, les Ukrainiens réforment leur pays en profondeur, tout en continuant à se battre pour leur existence. La Moldavie, elle, n'est pas en guerre, mais elle fait l'objet de multiples tentatives de déstabilisation de sa démocratie par la Russie, et pourtant, elle aussi a mené au pas de charge des réformes qui lui ont été demandées pour renforcer son système judiciaire ou lutter contre la corruption et le crime organisé. Et elle aussi, donc, mérite son ticket pour commencer les négociations. En fait, l'invité surprise de ces annonces aujourd'hui, c'est la Bosnie-Herzégovine. La Commission ne pouvait pas donner l'impression d'oublier cette zone stratégique des Balkans occidentaux qui patiente aussi pour entrer dans l'Union européenne. Et là, c'est à la vitesse de la lumière que ce petit pays des Balkans vient de franchir les étapes. Il est candidat depuis décembre 2022, pas encore 11 mois. Et déjà, la Commission propose d'ouvrir les négociations, mais sous condition. Il faudra d'abord que Sarajevo atteigne le degré nécessaire de conformité avec les règles d'adhésion. Vu les tensions qui règnent dans le pays, c'est loin d'être gagné. Alors, Raoul Delcorde, Ursula von der Leyen parlait de jour historique. C'est très politique, ce que vient de faire la Commission aujourd'hui et les annonces qui ont été faites. Tout à fait, c'est presque une révolution copernicienne. Parce que, au fond, nous avions une politique de voisinage avec ces pays, la Moldavie, l'Ukraine. C'était quelque part des états tampons entre la Russie et l'Union européenne. Aujourd'hui, cette notion a volé en éclats. La frontière de l'Europe est devenue linéaire et est à l'est de l'Ukraine. Donc, d'une certaine manière, parce qu'il y a eu l'agression russe, l'Union européenne considère que c'est un moment historique, c'est vrai, et qu'il y a, c'est vrai, les critères économiques, l'économie de marché, etc., mais il y a l'urgence stratégique qui, d'une certaine manière, oblige d'accélérer en quelque sorte le processus d'adhésion. Et c'est la raison pour laquelle, à juste titre, je crois, l'Ukraine et la Moldavie se voient offrir une perspective à moyen terme déjà, et sans doute graduelle. Ça veut dire en fait que la Commission européenne aujourd'hui n'avait pas le choix. Elle ne pouvait pas doucher les espoirs des Ukrainiens qui se battent pour notre liberté. Ils le répètent régulièrement d'ailleurs. Tout à fait. Moi, j'étais de ceux qui ont vu les manifestations de la place Maïdan au début 2014, lorsque de braves Ukrainiens, des jeunes Ukrainiens faisaient flotter les drapeaux européens. Donc déjà à ce moment-là, je pressentais quand même qu'il y avait une forte volonté d'adhérer à l'Union. Eh bien oui, aujourd'hui, le signal est clair.
Mais évidemment, cela ne veut pas dire pour autant que l'Ukraine va d'un seul coup pouvoir adhérer. Et les débats vont être difficiles parce que la perspective politique est importante, mais les moyens d'y parvenir, et notamment les budgets, sont tout aussi importants. Oui, et puis on négocie avec un pays en guerre, c'est particulier ça quand même. Oui, c'est particulier, et bien évidemment, je pense que la perspective d'adhésion est de nature, au fond, à peut-être geler quelque part le conflit. Alors on me dira que j'anticipe, on ne sait pas, mais vous comprenez que si cette adhésion devient véritablement tangible, les Ukrainiens vont se tourner encore plus fortement vers le monde européen, vers le monde occidental, et peut-être renonceront à un moment, temporairement en tout cas, à poursuivre les combats à l'Est. Et est-ce que c'est cette même idée d'orienter un pays vers l'Union européenne qui a prévalu pour la Bosnie-Herzégovine? Parce que c'est l'invité surprise. Aujourd'hui, on ne s'y attendait pas. Honnêtement, la Bosnie est loin de remplir tous les critères, la Commission l'a reconnu, et pourtant, la Commission recommande, sous condition, que la Bosnie commence les négociations d'adhésion. Il y a deux explications, à mon avis, au sujet des Balkans, et en particulier de la Bosnie-Herzégovine. C'est que le deuxième partenaire commercial de la Bosnie, c'est la Chine. Et que l'on pressente aussi que si la population bosniaque a également ce tropisme pro-européen, c'est moins le cas des dirigeants. Vous savez, la Bosnie-Herzégovine est une construction compliquée avec une partie du territoire qui est gérée par les Serbes de Bosnie et qui ne sont pas spécialement, pro-européens, qui sont plutôt tournés vers la Russie. Donc, un signal fort pour dire à la Bosnie, si vous êtes conséquent, vous avez votre place au sein de l'Union européenne, et une manière aussi indirectement de dire à la Chine et à la Russie, laissez-les négocier leur adhésion. Mmh. Pour ce qui est de la Géorgie, la Commission recommande d'accorder le statut de candidat à la Géorgie. L'idée est de contrer là aussi les volontés expansionnistes de la Russie. Là, on n'est pas sur la Chine, mais... C'est un peu la même idée, avec une configuration complexe en Géorgie, puisque la présidente, qui est d'origine française d'ailleurs, est tout à fait pro-européenne, mais le Premier ministre de Géorgie est un oligarque, qui est plutôt tourné vers la Russie. Mmh. Donc là aussi, il va y avoir un débat intéressant. Toutes ces annonces, en tout cas, on comprend qu'il faut les examiner dans un contexte géopolitique beaucoup plus large entre les différents pôles du monde. Alors Olivier, c'est qu'une première étape. Ce sont les États membres de l'Union européenne qui auront le dernier mot. Oui, parce que toutes ces recommandations faites aujourd'hui par la Commission vont servir finalement de base à la discussion que les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union vont avoir lors du prochain sommet européen. Ça se passera les 14 et 15 décembre à Bruxelles. Ils vont devoir décider à l'unanimité, a priori, donc si jamais ces négociations s'ouvrent pas. A priori, la toute grande majorité des États estiment que l'ouverture des négociations devra se jouer sur la base du mérite. En clair, ça veut dire que si la Commission estime qu'on peut ouvrir les négociations, ça devrait se faire. Sauf qu'autour de la table du Conseil, il y a aussi la Hongrie, il y a aussi la Slovaquie, dont les dirigeants, eux, ne cachent pas vraiment leur tropisme pro-russe. Ils ont déjà déclaré que l'Ukraine était un pays corrompu, où les droits de la minorité d'origine hongroise n'étaient pas respectés. Et donc, il faut s'attendre à ce que ce sommet de décembre soit un grand marchandage. Ouais. C'est plausible, Raoul Delcor, d'un veto clair de la Hongrie et de la Slovaquie par rapport à ces négociations? Non, ça m'étonnerait. Mais c'est une manière de faire monter un peu les enchères et aussi de débattre d'un sujet compliqué qui est comment va-t-on budgétiser l'adhésion d'un pays aussi important que l'Ukraine ? Est-ce que l'on va mordre sur les subsides versés dans le cadre de la PAC à la France, par exemple, parce que l'Ukraine est aussi une puissance agricole? Les fonds de cohésion qui bénéficient à la Pologne vont-ils maintenant bénéficier à l'Ukraine? Voilà des arbitrages dont il faudra discuter. Oui, il y a les questions politiques, mais aussi les questions de sous. Et on voit déjà que ces questions de sous font déjà surface, puisque en Pologne, aujourd'hui, la Pologne qui est quand même un des plus fervents supporters de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, il y a des remous dans l'économie, et on l'a vu il y a quelque temps pour les agriculteurs. Là, aujourd'hui, ce sont les camionneurs polonais qui bloquent la frontière avec l'Ukraine parce qu'ils estiment que leurs homologues ukrainiens viennent casser le métier quelque part. Donc est-ce que ces négociations, on voit, ça va pas être un long fleuve tranquille? Mais en même temps, quelle revanche de l'histoire. L'ouest de l'Ukraine était polonaise il n'y a pas si longtemps. La ville de Lviv porte encore des inscriptions polonaises. Donc oui, c'est vrai, il y aura des tensions peut-être,
Il faut remettre ça dans le cadre des élections en Pologne aussi. Mais demain, vous avez un centre de gravité de l'Union européenne qui bascule littéralement vers l'est de l'Europe. L'Ukraine plus la Pologne, c'est près de 80 millions d'habitants, c'est-à-dire l'équivalent de l'Allemagne. Peut-être. Et sur le plan économique, la Pologne va de mieux en mieux. Donc c'est significatif. On l'a vu, vous nous avez expliqué, ça va prendre du temps. On voit encore, il y a des difficultés, notamment économiques, avec les plus grands supporters de l'adhésion à l'Ukraine. Ça veut dire que c'est parti pour durer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de découragement? Parce qu'après tout, finalement, ça fait 10 ans que les négociations d'adhésion ont commencé avec des pays comme la Serbie ou comme le Monténégro. Comment est-ce qu'on peut garder la motivation de ces pays candidats? Une intégration à vitesse différenciée, c'est-à-dire qu'on ne va pas, ce ne sera pas le Big Bang, comme nous disions naguère, lorsqu'on a fait venir adhérer 8 États d'un seul coup et puis 2 autres après. Non, on va, à mon avis, plutôt avoir une adhésion progressive. Ils vont progressivement entrer dans le marché intérieur, progressivement bénéficier de la PAC. Ce seront des signaux positifs que leur population va directement ressentir et apprécier. Et peut-être aussi d'ici là réformer les institutions européennes voilà. Pour avoir une Europe à plusieurs vitesses et pour que certains pays européens n'aient pas nécessairement tous le même statut. Ça, on en discute beaucoup aussi. Ça va être un des gros enjeux. Tout à fait. C'est-à-dire que l'état de droit, les valeurs cardinales de l'Union européenne, qui sont quand même pas très respectées dans certains pays que je ne nommerai pas, eh bien, il est important maintenant de veiller à ce que les nouveaux États membres y adhèrent pleinement. Et pour cela, il faut les préparer. Il y a une pédagogie, au fond. Une date? Vous vous avancez sur une date, Raoul Delcorte, pour ce grand élargissement? A parlé de 2030. Alors, si vous adhérez à mon scénario d'une intégration à vitesse différenciée, 2030 n'est pas utopique, mais ce ne sera pas un Big Bang. Merci, Raoul Delcorte. Merci, Olivier Henrion, pour ce quart d'heure européen et pour ce décodage de cette actualité relative donc aux négociations pour l'élargissement de l'Union européenne. Je vous souhaite une très agréable soirée.